on est enfant et qu'on présente une maladie rare qui risque de devenir chronique, sans doute on grandit avec cette histoire de maladie. Si on est à l'adolescence, c'est drôlement plus embêtant. Parce que c'est le moment où on vit au présent. Et une chronicité, un risque d'avenir va être complètement dommageable. Puisqu'on vit au moment, les copains, les copines, le moment présent, le samedi soir, et brutalement, j'ai une maladie chronique. Et si on est à l'âge adulte, une maladie chronique, c'est aussi quelque chose qui va scander sa vie de manière différente. On risque de mettre en deçà de ses objectifs, de ses problématiques d'avenir. Alors déjà, il ne faut pas que la famille dise « il faut que tu aies le moral quand tu as une maladie ». Ce serait déjà, si on éliminait cette bêtise, ce serait déjà quelque chose d'assez essentiel. La famille doit rester, c'est paradoxal ce que je vais dire, comme avant. La famille idéale, ce serait quelqu'un qui gronderait un adolescent casse-pied, qui dirait « pense à ton avenir », un enfant assez instable. Ce serait aussi quelqu'un qui, si la maladie est mal partie, on a un pronostic, ferait vibrer les moments de jolie vie avant, quoi. Ça sera à peu près ça. Mais en même temps, c'est plus facile pour moi parce que je suis pas dans cette situation. Si je suis dans cette situation, je sais pas trop comment je serai. Avoir des enfants, c'est survivre. On le voit bien d'ailleurs de manière terrible avec les enfants en situation de handicap où souvent les parents disent « je voudrais qu'ils meurent ou qu'elles meurent avant moi ». Alors qu'être parent, c'est essentiellement vouloir mourir avant ses enfants. Et on le voit surtout bien avec les grands-parents, lorsque l'enfant a une maladie ou un adolescent qui peut être mortel, ils disent « pourquoi c'est pas moi qui ai cette maladie plutôt que lui ?» En fait, la temporalité d'une famille, c'est se survivre grâce aux enfants. Et donc, une maladie chronique et grave chez l'enfant pose le problème de l'avenir des parents et non pas uniquement de l'enfant. Alors, les garçons sont fragiles. Les filles, en général, sont impeccables, quoi. Les femmes sont toujours impeccables. Les garçons, ils sont pour la facilité, quand tout va bien. Ils sont très bien quand tout va bien, les hommes. Quand ça va mal, ils sont un peu plus discutables. Non, je crois qu'il faut aider ces pauvres hommes à être pas mal, même quand un enfant est malade. Ça serait à peu près ça, mon message. Il va y avoir sans doute des histoires assez complexes dans les interlocuteurs. On peut peut-être avoir une place un peu singulière. Par exemple, tu n'as pas assez entendu les réserves d'espérance qu'il t'a formulées. Je pense que le proche est peut-être celui qui doit attraper les moments d'espérance, de réserve d'espérance, alors que l'autre est plus désespéré. Vous savez, c'est pas parce qu'on a un enfant malade, par exemple, qu'on n'est pas anxieux ou pessimiste a priori. Et donc, il faut savoir avec qui on vit pour mettre un peu d'optimisme au milieu de ce pessimisme ambiant, quoi. Je crois que c'est ça les places. Alors, par contre, celui qui est pessimiste, il doit aussi s'en rendre compte en disant qu'il n'aggrave pas par son pessimisme le pessimisme des gens ambiants. C'est une question d'équilibre, une question de... Il faut bien connaître ses défauts pour pouvoir avoir quelques qualités, quoi. Je crois que lorsque l'enfant est petit, ça ne sert à pas grand-chose de lui en parler. Quand l'enfant est en phase de latence, quand il est à l'âge du primaire, les maladies le passionnent, alors pourquoi pas. Et quand il est à l'adolescence, il faut savoir aussi qu'il ne veut ne pas en parler. Vous voyez, c'est pas toujours le sujet malade qui compte, c'est le stade de développement de l'enfant auquel on parle. C'est-à-dire que le sujet malade doit rester un parent qui observe le développement de son enfant et qui, selon les stades de développement de son enfant, peut ou non lui parler, quoi. Il n'y a pas de standard. Un message d'espoir, c'est que, vous savez, Spinoza, le grand philosophe, dit que le sage n'est pas triste. Je ne vois pas pourquoi les médecins le seraient et pourquoi les patients le seraient. Entre nous, qu'est-ce qu'on risque à être optimiste ? Quel est le risque de croire en l'avenir, de croire à l'hypothèse vraiment minime de se tirer d'une situation mauvaise? Moi, je crois que j'ai eu une expérience très, très douloureuse il y a quelques années où je souffrais beaucoup de la mort d'une amie qui m'était très chère et je croise un cancérologue à l'aéroport à Paris. Cette femme est soignée à Marseille. Et c'est un mauvais cancer, je vais dire. Et donc je lui dis, alors que je savais que c'était un mauvais cancer, il me dit, et ce cancérologue me dit, tu sais, en cancérologie, on ne sait jamais. Moi, je trouve qu'il avait bien fonctionné, là. Et je veux dire que déjà, on ne sait jamais, et on garde une réserve d'espérance pour la personne qu'on accompagne, ça peut lui être drôlement utile. Vous savez, quand on va voir quelqu'un qui a une maladie dite mortelle et qu'on est optimiste en le voyant, c'est mieux que de lui dire, je reviens là-dessus, et le moral, il faut qu'avec le moral, tu dois t'en sortir, qu'une pure bêtise, je reviens sur l'imbécilité qu'on fait subir aux patients. Non seulement il est malade, mais en plus, il faudrait qu'il ait le moral d'être malade. Alors, il ne faut pas rigoler. Par contre, soit
avoir le moral par rapport à nous qui sommes indemnes de la maladie pour l'accompagner vers une réserve d'espérance, ça je crois que c'est le vrai message.